C'est l'heure de l'information sur Eden TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour les titres de ce soir, conférence de presse du personnel du ministère de la Santé ce lundi au sujet d'une épidémie de choléra qui sévit en cette période au Bénin. Nous en parlerons dans ce journal. Vous le savez, le nouveau bureau de la 5e mandature du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA Bénin, a été installé ce vendredi. Dans cette édition, vous suivrez le rôle que joue cette structure parmi les associations fêtières de la presse béninoise. Situation un peu confuse au Gabon, Jean Ping, candidat à la présidentielle au Gabon, a invité le peuple gabonais à défendre par tous les moyens la victoire qu'il dit avoir remportée. Vous suivrez un extrait de ses propos dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. La suite, c'est maintenant. Merci de votre fidélité à Eden TV. Bienvenue dans ce journal. Le personnel du ministère de la Santé a organisé une conférence de presse dans l'après-midi de ce lundi 28 août 2029 ou plutôt 2016. Objectif, informer et sensibiliser sur l'épidémie de choléra qui sévit en ce moment dans notre pays. En l'absence du ministre de la Santé, c'est bien le directeur de cabinet qui a présenté aux hommes des médias les statistiques des cas de choléra déjà détectés sur le territoire national. 149 cas de choléra confirmés et 6 décès sont enregistrés. Suivons ici un extrait de la déclaration du directeur de cabinet. Il est au micro de Antoinette Sagbo. Depuis quelques jours, le Bénin fait face à une épidémie de choléra. Cette épidémie sévit notamment dans les départements de l'Atlantique littoral et dans les collines. À ce jour, les services techniques du ministère de la Santé ont dénombré au total 129 cas de choléra confirmés, avec malheureusement 6 décès. Ces cas sont repartis comme suit. 46 cas dans la commune de Savalou avec 4 décès. 10 cas dans la commune de Dassazoumé avec 0 décès. 24 cas à Sohava avec 1 décès. 2 cas dans la commune de Zé avec 0 décès. 47 cas à Cotonou avec 1 décès. Face à cette situation préoccupante, je voudrais rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour garantir une prise en charge complète et gratuite de tous les cas enregistrés. Ainsi, tous les centres de santé sont approvisionnés en solutés, en médicaments et consommables médicaux pour permettre aux agents de santé de traiter efficacement ces cas. C'est pourquoi j'invite les populations à emmener immédiatement tout cas suspect au centre de santé le plus proche, afin que les victimes soient prises en charge le plus tôt possible. Je profite de l'occasion pour appeler les populations à observer les règles élémentaires d'hygiène, seul moyen d'éviter la contamination. Il s'agit de toujours se laver les mains à l'eau et au savon avant chaque repas et surtout après les sels. Boire de l'eau potable. Bien laver les fruits et légumes avant consommation. Manger les aliments chauds de préférence et utiliser les latrines pour ses besoins. Les membres du nouveau bureau de la 5e mandature du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, ont été installés dans leurs fonctions en début de week-end et ça vous le savez. Intéressons-nous alors à présent au rôle que joue cette structure parmi les associations fêtières de la presse béninoise. C'est un reportage de Horacia Djodji et de Romaïk Devouchi. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel est né en 2004, 2 ans après les États généraux de la presse tenus en 2002. Il regroupe les patrons des différents organes de l'audiovisuel et de la presse écrite autour d'un idéal commun, la défense des intérêts des entreprises de presse. Lorsque vous siégez au patronat, vous y siégez qualité promoteur d'organes de presse. Donc, le patronat, le CNPA, en relation avec la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, et avec les autres unions, comme l'ODEM, la Maison des médias et tout, veille et contribue
à l'aboutissement des chantiers que nous avons en commun. Ainsi, en 12 ans, les différentes mandatures du CNPA ne sont pas restées inactives. Vous avez vu le CNPA réagir quand il s'est agi de suspendre certaines télévisions. Le CNPA a réagi quand on a retrouvé, par exemple, certains organes de presse en agonie. On peut dire qu'il y a eu un petit élan puisque aujourd'hui, le CNPA a fortement contribué à l'avènement du code de l'information dans notre pays. Donc, sur ce chantier-là, le CNPA s'est montré très actif. Tout de même, pour certains professionnels des médias, le CNPA Bénin n'a pas encore réussi à mener fondamentalement les actions qui permettraient de le rendre visible. Quand on a dit que les contrats avec les organes de presse sont suspendus, on n'a pas eu un effet d'éclat. C'est l'UPMB qui a réussi à se prononcer sur la question. Or, la suspension des contrats relève fondamentalement des patrons de presse, puisque c'est eux qui vont chercher les contrats et qui payent aux employés. Moi, j'ai été surprise de constater que c'est plutôt les employés qui se sont plaints du fait qu'il y a eu la rupture à ce niveau. La 5e mandature du CNPA Bénin, qui vient de prendre fonction, a donc de nombreux défis à relever pour un rayonnement effectif de la presse béninoise. Après le Conseil des ministres tenu ce mercredi 24 août, une nouvelle structure pour coordonner certaines décisions est née à la présidence de la République. Il s'agit de la cellule d'analyse et d'enregistrement des projets d'arrêtés préfectoraux et ministériels. Quelle analyse peut-on faire de cette décision gouvernementale? La réponse dans ce reportage. Le principe de subsidiarité serait-il remis en cause au sein de l'exécutif béninois? La création à la présidence d'une structure d'analyse et d'enregistrement des arrêtés préfectoraux et ministériels porte à croire que c'est le cas. Mais selon le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui a annoncé la nouvelle à travers le point de presse d'après Conseil des ministres du 24 août dernier, il s'agit plutôt d'un mécanisme de cohésion de l'action gouvernementale. Les 10 actes devront également traduire la volonté d'une cohésion gouvernementale à toute épreuve. Pour renforcer cette cohésion et assurer le suivi des actes administratifs, un mécanisme est mis en place à la présidence de la République à travers la création d'une cellule d'analyse et d'enregistrement des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux. Il n'en a pas fallu plus pour que l'opinion publique voie en cette décision la volonté du président Patrice Talon de contrôler certains de ses collaborateurs, dont le préfet du littoral, qui s'est récemment illustré à travers la prise successive d'arrêtés à polémique. Mais pour Suleiman Kotoyirima, consultant indépendant en développement local et décentralisation, les arguments pour craindre cette structure sont ailleurs. À la longue, lorsque ça va démarrer, imaginez-vous 21 départements ministériels qui tous les jours prennent des arrêtés, qui vont envoyer d'abord les arrêtés au niveau de la cellule d'analyse, plus 12 préfectures. Imaginez-vous la masse de travail qu'il y aura au niveau de la cellule d'analyse. Donc ça va être vraiment lourd à gérer et il faut éviter cette lourdeur administrative pour que nous puissions avancer et aller vraiment aux actions de développement, que de perdre de temps dans des questions procédurales qui peuvent d'une manière ou d'une autre engendrer des coûts et lorsque les décisions sont bonnes ou mauvaises. Quant à Michel Guédou, spécialiste en management organisationnel, la création de cette structure est une décision sage qui relève du bon sens. Il y a une chose que nous ne voyons pas souvent. Il y a ce que nous appelons le dispositif légal dans lequel doit opérer toute personne disposant du pouvoir public. Mais il y a également le dispositif réglementaire. Et ça, c'est tous les jours. Donc, si on ne met pas en place une structure pour organiser, nous allons revivre la même chose que ce qu'on a d'ailleurs toujours vécu et dont on se plaint. On sort des arrêtés qui sont sortis par des ministres ou par des préfets, mais d'où ça vient? Ça correspond en rien à ce vers quoi on tend, mais c'est nous qui l'avons fait. Parce que finalement, ce que souvent on ne fait pas, on ne dira pas c'est le préfet qui a fait. On ne dira pas non plus c'est le ministre qui a fait. On dira le gouvernement a fait. Et à la tête du gouvernement, il y a un président que les Béninois ont choisi et qui va devoir rendre compte. Pour ou contre, il est évident que Patrice Talon vient lui-même de se mettre dans une posture où il n'aura pas l'occasion de revendiquer de n'être pas au courant des décisions de ses collaborateurs. La capitale économique du Bénin, dans un autre registre, Cotonou, va abriter du mercredi 31 août au dimanche
4 septembre, le pèlerinage de confiance sur la terre à Cotonou de la communauté œcuménique de Thésée, une communauté qui a choisi de vivre ensemble une vie de prière dans la simplicité. Mais comment se prépare cette rencontre internationale et quels seront les différents niveaux du pèlerinage? Frégis Serrouin et Damien Pedro ont effectué une incursion au sein des diverses communautés de préparation. Suivez plutôt. Ici, c'est la commission liturgie qui s'exerce pour le pèlerinage de Thésée. Juste à côté, celui de l'animation matin où le coach donne des consignes. À un pas de ce dernier, c'est le comité transport qui règle les derniers détails concernant les déplacements. À quelques mètres de là, les ouvriers, eux, mettent du cœur à l'ouvrage pour préparer les différents espaces devant abriter les pèlerins pour diverses activités. La cuisine, quant à elle, est prête et n'attend que les 100 cuisiniers prévus pour fournir les 1600 repas quotidiens aux 8000 pèlerins. Tout un mécanisme est ainsi installé ici, au Collège Père-au-Pierre de Cotonou, pour accueillir le pèlerinage de Thésée, édition 2016. Pour le frère Luc de Thésée, tout est prêt à 95% et il décline ici le premier niveau du pèlerinage. L'hospitalité en famille. Pendant des mois, on a sollicité à travers le réseau des paroisses les familles pour qu'elles ouvrent leur maison pour accueillir quelques visiteurs. Et c'est pas rien d'ouvrir son foyer, de préparer 2 nattes, un petit peu de tapioca le matin. C'est plus qu'un service rendu, c'est vraiment un signe de confiance parce qu'on ne sait pas qui va venir. Après cette étape de confiance intervient le second niveau relatif à la prière. Le deuxième niveau de la rencontre, c'est les matinées qui se déroulent de manière décentralisée dans 44 quartiers, autour de 44 paroisses ou communautés locales, à la fois protestantes, méthodistes ou catholiques, qui sont des partenaires de l'accueil. Le matin, on commence en se rendant à l'église ou au temple ensemble pour un temps de prière. Et ensuite, le thème, c'est rencontrer des témoins d'espérance, des personnes d'espérance. Le frère Luc de Thésée dévoile enfin le dernier niveau du pèlerinage de confiance sur la terre à Cotonou. Le troisième niveau de la rencontre, c'est quand on sera tous ensemble, ici à Père-au-Pied, pour la distribution des repas qui sont préparés par une grande équipe d'une centaine de cuisiniers et qui seront distribués sur place, pour les 2 temps de prière de midi et du soir, et aussi pour toute une série de carrefours, de forums, d'enseignements qui auront lieu dans différents points, salles et apatam qui vont être dressés ici. Un point de premier soin, une infirmerie et des dispositifs sécuritaires sont aussi prévus pour une rencontre de Cotonou réussie. Le concours de musique et de chorégraphie Talent Pur a connu son épilogue ce samedi sur l'esplanade de la mairie d'Abomey-Calavi. Après les phases de présélection qui se sont déroulées respectivement dans les arrondissements d'Akasato, de Zivier et de Godomé, 3 groupes de chorégraphie ont été retenus pour la phase finale. Devant une foule de spectateurs et les membres du jury, les finalistes ont démontré leur savoir-faire en interprétation des musiques d'inspiration moderne et traditionnelle. Le spectacle a été rehaussé par la présence de Vivi l'International, grande voix de la musique béninoise et marraine de la cérémonie. C'est le groupe Volking qui a remporté le trophée de l'édition 2016 du concours Talent Pur. Écoutons ici les réactions du promoteur et du représentant du maire de la commune d'Abomey-Calavi. Ils sont au micro de Corneille Haïssé et de Fréjus Fiossi. Le concours culturel de danse chorégraphie dénommé Talent Pur, comme son nom l'indique, ne regroupe rien que les talents purs de danse béninoise. Je m'en voudrais énormément de ne pas saluer une fois encore l'équipe dynamique qui nous a accompagnés tout au long de la réalisation de cet événement culturel dans les arrondissements d'Akasato, Togba, Zivier, Godomé-sous-l'Échangeur et aujourd'hui à l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Chers participants à ce concours, c'est le lieu pour moi d'en savoir gré pour votre confiance à participer à cette compétition. Nous nous sommes amusés et je vous rassure, aucun groupe n'a démérité. Je m'engage devant toute la population d'Abomey-Calavi que le concours de danse Talent Pur sera organisé chaque année pour le rayonnement de notre cité dortoir afin de le transformer
à une cité culturelle. Je fais un clin d'œil à notre chère maman Vivi l'Internationale qui a commencé un jour et qui a perduré. Je lui souhaite longue vie pour qu'elle puisse servir d'exemple à nos génies en herbe. Le promoteur, je félicite sa persévérance parce que je constate que ça n'a pas du tout été facile. J'encourage le promoteur à continuer et je souhaite longue vie à Talent Pur pour que les éditions prochaines soient meilleures à celles-ci. Hors du Bénin, situation toujours confuse au Gabon. Les partisans du candidat Jean Ping, qui s'est proclamé élu, fêtaient ce dimanche sa victoire, alors que le président sortant Ali Bongo et les siens se disent sereins et confiants. Commentaire, Fréjus Serron. À quelques heures de la proclamation des résultats de la présidentielle gabonaise, c'est la guerre des nerfs entre les deux principaux rivaux, le président sortant Ali Bongo et son challenger Jean Ping. Ce dernier a revendiqué sa victoire dimanche devant des partisans surchauffés et la presse. Je suis l'élu. Je suis l'élu. Maintenant, le fait de devenir président, il y a quand même une procédure. Je crois qu'il soit fair play, qu'il accepte les résultats des urnes et qu'il me téléphone pour me féliciter. Après ce discours, il a été reçu à l'ambassade de France à sa demande selon son entourage. Jean-Gaspard Ntoutou-Meaï, coordinateur de la campagne de Jean Ping, va lui jusqu'à donner des chiffres. La réalité des résultats qu'on a aujourd'hui, qui pèse sur près de 80% des inscrits, fait que cette réalité de 38, on va dire à peu près, parce que les autres candidats ne font que 2%, peut être extrapolée au reste. Il y aura au minimum entre 15 et 20 points d'écart entre Jean Ping et Ali Bongo à la faveur de Jean Ping. Ça, c'est clair. Suite à ces agissements, la réaction du régime en place ne s'est pas fait attendre. Paco Mumbele, le ministre de l'Intérieur gabonais, a déclaré dimanche que l'annonce des résultats est prévue pour ce mardi 30 août vers 17 h et qu'il est illégal de proclamer des résultats chiffrés. Après lui, c'est le président sortant, Ali Bongo, qui s'est prononcé devant ses partisans. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, a-t-il martelé. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes légalistes, républicains. Nous attendons sereinement que la CENAP annonce les résultats de l'élection. Nous attendons sereinement et nous sommes confiants. Et je voulais dire aux uns et aux autres un grand merci, tête haute et espoir. De grandes choses nous attendent. Cette situation tendue fait craindre aux Gabonais de nouvelles violences. Ainsi, dans les églises, on prie pour la paix, car pour les citoyens, le risque est grand. Ça donne l'impression, comme on est assis à côté de la poudrière, que ça peut déclencher à n'importe quel moment si ça ne se passe pas bien. Vraiment, il y a des fortes craintes par rapport à l'ajustement des gens. En 2009, la victoire d'Ali Bongo Ondimba avait été contestée par l'opposition, surtout dans la capitale économique, Port-Gentil, engendrant plusieurs morts, un couvre-feu et l'incendie du consulat de France. Il faut dire que Jean Ping, rival du président sortant Ali Bongo Ondimba à la présidentielle de ce samedi au Gabon, a déclaré ce lundi à la presse que le peuple défendra par tous les moyens la victoire qu'il dit avoir remportée. Suivez ici un extrait de sa déclaration. Nous sommes en mesure d'affirmer que je suis le vainqueur du scrutin présidentiel organisé dans notre pays. Ces propos ne constituent en rien une autoproclamation, contrairement à ce que soutiennent les faucons du régime. Le peuple souverain défendra par tous les moyens la victoire que tous les faucons civils et militaires sont en train de vouloir voler. J'invite le peuple gabonais à la vigilance et à la mobilisation sur toute l'étendue du territoire pour défendre sa victoire.
La présidente brésilienne Dilma Rousseff a déclaré n'avoir commis aucun crime ce lundi. Nous sommes au Brésil, au Sénat, où elle se défendait personnellement à son procès en destitution pour maquillage présumé des comptes publics. Reportage. Plusieurs centaines de partisans de Dilma Rousseff ont accueilli la dirigeante souriante à son arrivée vers 12h GMT, chantant « Dilma, guerrière de la patrie brésilienne » avec des pancartes du Parti des travailleurs et des fleurs pour lui remettre en guise d'encouragement. Alors que tous les pronostics lui sont défavorables, l'ex-guerriera de 68 ans, emprisonnée et torturée sous la dictature militaire de 1964 à 1985, semble ne pas s'avouer vaincue. Accompagné de son mentor politique, l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva, du célèbre chanteur Chico Buarque et d'une douzaine d'anciens ministres, la présidente Dilma Rousseff a affronté les sénateurs qui en majorité sont favorables à l'impeachment selon les sondages. Je viens pour vous regarder dans les yeux, messieurs les sénateurs, avec la sérénité de quelqu'un qui n'a rien à cacher, que je n'ai commis aucun crime de responsabilité. Je n'ai pas commis les crimes pour lesquels je suis jugée. Depuis plusieurs mois, Dilma Rousseff, qui avait été la première femme élue à la tête du Brésil en 2010, clame son innocence et dénonce un coup d'État institutionnel qui serait commandité par son ancien vice-président Michel Temer, devenu son rival et qui assure son intérim depuis sa suspension le 12 mai dernier. En bref, dans cette édition, la Semaine mondiale de l'eau s'est ouverte dimanche à Stockholm. Cette semaine est destinée à adresser les problèmes auxquels le monde fait face en matière d'accès à l'eau. Elle est organisée chaque année par Stockholm International Water Institute. Deux sélections masculines et féminines, nous sommes en sport, ont remporté récemment à Lomé au Togo le tournoi de la zone 3 du Challenge Trophy. Pour les récompenser pour cet exploit, le ministre des Sports leur a offert un petit déjeuner d'échange ce dimanche. Compte rendu, Judicaël Polika-Païginou et Damien Pedro. Petit déjeuner à l'hôtel, promesse d'octroi de primes et félicitations. Les récompenses du ministre des Sports n'étaient pas de trop ce dimanche matin, au moment de célébrer le double exploit réalisé par les sélections masculines et féminines de handball, vainqueurs de la phase zonale de Lomé du Challenge Trophy. De quoi pousser ces auteurs à se confondre en remerciements avant de solliciter le soutien multiforme des autorités sportives béninoises pour la préparation de l'étape continentale de cette compétition. C'est le moment de vous présenter tous nos remerciements pour tous vos efforts fournis tout au long de cette expédition. À mes coéquipiers, parce que malgré toutes ces conditions, ils ont eu l'effort, la force et la mentalité nécessaires d'aller jusqu'au bout de notre objectif, qui est de ramener les 2 trophées. Merci à chacun de vous. Et cher Monsieur le ministre, on a été qualifié pour la phase continentale. Nous vous demandons beaucoup plus d'attention et que nous puissions être encore plus qualifiés pour la phase mondiale comme nos aînés de 2011. Ces autorités sportives, à l'instar de ces handballeurs, nourrissent également l'ambition de voir les équipes nationales de handball du Bénin faire un beau parcours au Challenge Trophy continental et pourquoi pas celui mondial, comme ce fut le cas avec les jeunes gens de 2011. Le drapeau du Bénin, vous nous l'avez remis intact. Nous sommes allés et sur le plan africain, nous vous avons ramené le drapeau du Bénin sans tache, propre, clean. Et grâce à Dieu et à votre soutien, nous irons loin. Chers athlètes, je voudrais tout simplement rappeler que nous sommes sur la première marche, je dirais, ou au début d'un processus. Il nous reste la phase continentale pour accéder à la phase mondiale. Donc c'est maintenant que le plus dur reste à faire. Je ne suis pas certain que les conditions que vous avez eues à Lomé étaient meilleures aux conditions de vos adversaires. Et pourtant, chez les hommes comme chez les dames, vous avez gagné et vous avez ramené les 2 trophées. Vous avez ramené, en plus des trophées, la qualification pour la phase continentale qui nous ouvre les portes de la phase mondiale. Je veux vous dire ici que plus jamais le soutien du ministère des Sports ne vous fera défaut. Je ne serai heureux
que quand j'aurai la responsabilité de nous accompagner, de conduire la délégation à la phase mondiale. Autant dire que le défi qui attend ces handballeurs et handballeuses est grand et ils ne croient pas si bien faire en reprenant tel un flonflon leur slogan fétiche comme pour se donner du courage avant d'en avoir besoin. Cette édition s'en va s'achever, mais avant, le camp 2016 de basketball d'Isabelle Yacoubou s'est achevé ce samedi à Porto-Novo. 2 matchs de basket ont mis fin à ce camp. Ils ont opposé les sélections de l'Ouémé et du Littoral. Toutes les 2 rencontres ont été remportées par les formations de Cotonou et par les scores de 51-34 chez les femmes et de 71-64 chez les hommes. 24 heures avant la fin du camp d'Isabelle Yacoubou, la basketteuse de l'équipe de France d'origine béninoise a été reçue en audience par le ministre des Sports avec Oswald Omeki. La braqueuse de son surnom de joueuse de l'équipe de France a parlé de son projet. Elle est sortie de l'audience très contente. De plus, le camp d'Isabelle Yacoubou va entrer bientôt dans une nouvelle dimension. Écoutons ici Yacoubou à la sortie de son audience. Je suis là, tout le monde le sait, pour ma semaine de basket, une opération de give back qui a commencé l'année dernière pour les jeunes. C'est une action qui est faite pour les jeunes et cette année on a mis l'accent justement sur les moins de 17 ans. Donc suite à ce projet qui grandit, l'année dernière on avait fait un week-end, cette année on est vraiment sur une semaine de travail. Aujourd'hui, j'ai le sourire. J'ai le sourire pourquoi? Parce que je sors de cet entretien avec des mots qui font chaud au cœur, des mots qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de faire. On sent que ce gouvernement a l'intention, en tout cas la grande volonté de travailler pour les jeunes. C'est pour ça moi je suis ici. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, je rentre de Rio où s'est déroulé les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de basket et je ne suis même pas rentrée à la maison pour ces jeunes-là. J'ai continué à Cotonou justement pour leur apporter un peu de mon expérience, de mon histoire, d'essayer de les motiver aussi. Si on peut être une source de motivation et d'inspiration par les temps qui courent, je pense que il faut pas lésimer sur les moyens. D'abord, je dois remercier Isabelle pour le sacrifice qu'elle a consenti en acceptant de venir au Bénin malgré la fatigue des Jeux Olympiques. Et je dois vraiment célébrer ce patriotisme qu'elle a en elle parce que ce n'est pas donné de se souvenir de son pays quand on a atteint un certain niveau à l'international. Et vraiment, je lui ai exprimé toute la reconnaissance du gouvernement et je lui ai dit à quel point j'étais heureux qu'elle vienne ici contribuer à la formation des jeunes. Et puis, je me suis engagé au nom du gouvernement sur les prochaines éditions de cet événement. C'est vrai que sur l'édition de cette année, il y a eu un minimum qui a été fait, mais pour moi, ce minimum n'est pas important quand on regarde le sacrifice qu'elle a consenti elle-même. Et donc, même si nous sommes présents, comme elle l'a dit, sur le plan logistique ou sous toute une autre forme de contribution, il est important que cet événement soit vraiment un événement institué. C'est pour ça que j'ai dit à Isabelle, et je le répète, je le confirme, c'est un engagement, que désormais, l'événement Isabelle Yacoubou va être un événement du ministère des Sports qui va être programmé chaque année. Et nous allons ensemble travailler à ce que cet événement ait vraiment de l'aura à l'international, pour que chaque vacances, ces jeunes qui ont de la rage, qui ont de la passion, qui ont du potentiel et du talent, puissent passer du temps avec des gens qui sont déjà des stars, des professionnels accomplis. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous avoir présenté cette édition réalisée par Moïse Patinvo, Chimène Claudia Dossou à la prise de son, Cyril Agbo au plateau. Nos informations continuent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet, l'adresse www.benin-eden.tv. Ne ratez surtout pas Matin d'Eden, c'est demain, 7h sur votre télévision. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.